Mais ce que nous avons, ce n'est pas une arme nucléaire, mais nous ouvrirons quand même le détroit. N'oubliez pas, nous ne l'utilisons pas. Ce sont d'autres pays qui l'utilisent. D'autres pays vont intervenir et apporter leur aide. Mais nous ne l'utilisons pas. Ce ne sera pas facile, mais le détroit sera rouvert assez rapidement. De son côté, Téhéran est... Merci d'être parmi nous aujourd'hui, mon frère. Merci infiniment. Je te remercie d'être arrivé ici. Je te prie de prendre le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car il y a des choses dont tu dois savoir. Washington est représenté par le vice-président J.D. Vance, l'envoyé spécial Steve Witkoff et Jared Kushner. La délégation iranienne, qui porte le nom symbolique de Minab 168, comprend le président du Parlement Mohammad Ghalibaf ainsi que le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Les deux parties ont rencontré d'abord tour à tour le Premier ministre pakistanais. Des discussions directes ont ensuite commencé. La première phase des pourparlers a duré 2 heures. Les positions, les vues et les exigences de l'Iran, fondées sur un ensemble de propositions en 10 points, ont été clairement communiquées à la partie pakistanaise. Il était essentiel pour nous d'exprimer la position de notre pays sans la moindre ambiguïté. Nous sommes engagés dans une lutte diplomatique à un moment charnière de l'histoire de l'Iran. La diplomatie, je le dis franchement, constitue désormais le prolongement de la défense, le prolongement de la guerre. Nous avons surmonté 40 jours de guerre en mobilisant toutes nos forces. Les points sur lesquels insistent les deux camps sont des points de tension extrême. Une des principales pierres d'achoppement concerne le Liban. Les États-Unis et Israël affirmant que la question libanaise reste en dehors des négociations. En outre, les États-Unis insistent sur l'ouverture du détroit d'Ormuz, tandis que l'Iran souhaite conserver le contrôle sur cette zone. De même, Israël et les États-Unis souhaitent que le potentiel balistique de l'Iran soit considérablement réduit, tandis que Téhéran affirme que son arsenal balistique n'est pas négociable. Négociations avec l'Iran en cours, les États-Unis prêts à agir en cas d'échec, selon Trump. Pendant des décennies, la Pax Americana s'est traduite par un rôle central des États-Unis dans la gestion des conflits. Lorsqu'ils s'engageaient militairement, ils jouaient aussi un rôle déterminant dans l'issue et dans la définition des accords de paix. Mais face à l'Iran, quelque chose semble avoir changé. Un cessez-le-feu temporaire entre Washington et Téhéran a ainsi vu le jour, avec la médiation du Pakistan qui s'impose peu à peu comme un intermédiaire crédible. Islamabad a même proposé d'accueillir les discussions, offrant un cadre discret à des négociations aussi délicates que décisives. Les autorités pakistanaises feront tout leur possible avec sincérité pour que ces négociations soient fructueuses. L'étape décisive est celle d'un cessez-le-feu de longue durée et ces pourparlers visent à répondre à des questions complexes. C'est ce qu'on appelle en anglais « make or break ». Ça passe ou ça casse. Pour la première fois depuis longtemps, Washington n'est plus seul à piloter les échanges. Les discussions ont commencé dans un climat tendu. D'un côté, 15 points mis sur la table par les États-Unis. De l'autre, 10 demandes formulées par Téhéran. La proposition américaine ressemble à un accord direct, sans véritable détour. Au centre des négociations, la question nucléaire, incontournable. Les États-Unis demandent l'arrêt complet de l'enrichissement d'uranium, le placement des stocks sous contrôle international, ainsi que le démantèlement de plusieurs sites clés, notamment à Natanz, Fordo et Ispahan. Mais le texte va plus loin. Il aborde aussi les équilibres dans la région. L'Iran est invité à garantir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, un passage essentiel pour le commerce mondial du pétrole. Le détroit va rouvrir. Si nous partions simplement, il rouvrira, sinon il ne gagne pas d'argent. Donc il rouvrira. Mais ce que nous avons, ce n'est pas une arme nucléaire, mais nous ouvrirons quand même le détroit. N'oubliez pas, nous ne l'utilisons pas. Ce sont d'autres pays qui l'utilisent. D'autres pays vont intervenir et apporter leur aide. Mais nous ne l'utilisons pas. Ce ne sera pas facile, mais le détroit sera rouvert assez rapidement. De son côté, Téhéran est arrivé avec ses propres conditions. Au cœur de ses attentes, des garanties de sécurité claires. L'Iran demande que Washington et ses alliés renoncent à toute nouvelle frappe et ne profitent pas de la pause pour préparer la suite des opérations. La question du détroit d'Ormuz reste, elle aussi, délicate. L'Iran souhaite garder la main sur cet axe stratégique essentiel pour les flux pétroliers mondiaux. Dans le même temps, il réaffirme son droit à enrichir l'uranium et ne se dit pas prêt à abandonner son programme nucléaire qu'il considère comme fondamental. Le volet économique pèse également lourd dans les discussions. Téhéran appelle à la levée de toutes les sanctions, y compris les plus indirectes, et souhaite revenir sur certaines décisions du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'AIEA liées à son programme nucléaire.
Enfin, l'Iran évoque la nécessité d'un apaisement plus large, notamment au Liban, une position qui, à Washington, ne fait clairement pas l'unanimité. Je pense que cela est dû à un malentendu légitime. Je crois que les Iraniens pensaient que le cessez-le-feu concernait également le Liban, ce qui n'était simplement pas le cas. Nous n'avons jamais fait cette promesse. Nous n'avons jamais indiqué qu'il en serait ainsi. À Téhéran, ces négociations sont suivies avec attention. Entre prudence et espoir, beaucoup y voient une occasion fragile, mais réelle, de sortir de l'escalade. C'est toute l'idée de la Pax Americana qui semble peu à peu perdre de sa superbe. Pendant longtemps, Washington donnait le ton, sans véritable contrepoids. Mais cette fois-ci, les États-Unis ne semblent plus avoir toutes les cartes en main, les obligeant à tempérer leurs ardeurs. La seule chose qui leur reste est la menace qu'un navire heurterait une de leurs mines marines, lesquelles, soit dit en passant, ont été posées par 28 mouilleurs de mines, désormais eux aussi, au fond de la mer. Nous commençons désormais à sécuriser le détroit d'Ormuz, comme un service rendu aux pays du monde entier, y compris la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l'Allemagne et bien d'autres. Étonnamment, ils n'ont ni le courage ni la volonté de faire ce travail eux-mêmes. Un fait intéressant cependant, des pétroliers vides de nombreux pays se dirigent vers les États-Unis pour y charger du pétrole. Bien que le Liban ne soit pas inclus dans l'accord initial de cessez-le-feu, la cessation des hostilités dans ce pays est l'une des conditions essentielles posées par l'Iran dans le cadre des négociations en cours à Islamabad. La chaîne Presse TV a rapporté ce vendredi, citant une source, que l'Iran était prêt à mettre fin aux négociations si Israël reprenait ses frappes sur le Liban. Et le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'agissait d'une exigence fondamentale. Conformément à l'accord conclu, le cessez-le-feu prévoit la cessation des hostilités et la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Ce n'est pas seulement notre position. Le médiateur pakistanais a également confirmé qu'il s'agissait de notre exigence. Ce point a été exprimé de manière très claire ces derniers jours. En ce qui concerne le Liban, bien que ses représentants ne participent pas au processus de négociation avec Islamabad, le gouvernement libanais officiel s'engage néanmoins dans un dialogue avec Israël. Ce vendredi, à l'initiative du président libanais Joseph Aoun, les ambassadeurs du Liban et d'Israël aux États-Unis ont eu un entretien téléphonique. Il en résulte un premier pas vers des négociations directes au niveau des ambassadeurs. Il a été convenu d'organiser une première réunion mardi au département d'État afin de discuter de l'instauration d'une trêve et de la date du début des négociations entre le Liban et Israël sous l'égide des États-Unis. Cependant, il y a une grande différence entre négocier avec l'État libanais et avec les représentants du Hezbollah. L'ambassadeur d'Israël à Washington l'a d'ailleurs clairement fait savoir à son homologue libanais. Tel Aviv ne cessera pas sa lutte contre le Hezbollah. Israël a refusé de discuter d'un cessez-le-feu avec l'organisation terroriste Hezbollah, qui continue d'attaquer Israël et constitue le principal obstacle à la paix entre les deux pays. Et les protestations ne viennent pas seulement d'Israël, mais aussi du Hezbollah et de ses partisans. Plusieurs centaines de personnes soutenant le groupe armé ont réagi aux négociations libano-israéliennes à venir. Ils ne dissimulent pas leur colère et certains d'entre eux en sont même venus aux mains avec les habitants locaux. Le député libanais Hassan Fadlallah, affilié au Hezbollah, a déclaré samedi que le groupe rejetait les négociations à venir. Ce geste est une violation flagrante du traité national, de la Constitution et des lois libanaises et exacerbe les divisions internes en cette période où le Liban a le plus besoin de solidarité et d'unité pour faire face à l'agression israélienne et préserver la paix civile, a déclaré Fadlallah. Le Hezbollah n'a pas l'intention de cesser les hostilités et continue de frapper les positions de Tsahal. Israël, quant à lui, poursuit également ses frappes, malgré les appels lancés par Beyrouth et Washington en faveur d'un cessez-le-feu en attendant les négociations. Ce samedi 11 avril, les forces de défense israéliennes ont annoncé avoir frappé plus de 200 cibles du Hezbollah au Liban au cours des dernières 24 heures. Plusieurs civils ont été tués et 13 membres des forces de sécurité de l'État ont également perdu la vie lors de l'attaque israélienne contre le palais du gouvernement de Nabatieh. Au total, selon les informations du ministère libanais de la Santé, depuis le 2 mars, le nombre de morts s'élève à 1953 et celui des blessés à 6303. Reste à présent à savoir jusqu'à quand ce bain de sang va durer. Ce 12 avril sera une date importante pour tous les Hongrois. Il
Il s'agit des élections législatives tant attendues, dont l'issue déterminera en grande partie l'avenir de la Hongrie et la politique européenne. Pour rappel, le Premier ministre Orbán et son parti Fidesz sont au pouvoir depuis 2010. Contrairement à son opposant principal Péter Magyar, dont le parti TISA est plus favorable à l'Europe et à l'Ukraine, Viktor Orbán a adopté une ligne plus dure visant à protéger les intérêts hongrois, notamment dans le conflit russo-ukrainien, en opposant son veto au plan de financement de l'UE à Kiev. S'il ne peut certainement pas compter sur le soutien de l'Europe, il dispose néanmoins d'alliés sur la scène internationale. Tout le monde voit que les Américains ont pris le parti de la paix aux côtés du Vatican et de la Hongrie et qu'ils sont aussi du bon côté. L'Europe veut toutefois toujours continuer la guerre. Elle veut gagner et si nous n'y prenons pas garde, elle nous entraînera aussi dans la guerre. C'est pourquoi le premier et le plus important enjeu de ces élections est de renouveler notre accord de 2022 et d'établir une grande unité nationale en 2026 contre la guerre. Mon administration est prête à utiliser toute la puissance économique des États-Unis pour renforcer l'économie hongroise, comme nous l'avons fait par le passé pour nos grands alliés, si le Premier ministre Viktor Orbán et le peuple hongrois en ont besoin. Nous sommes impatients d'investir dans la prospérité future qui sera générée par le leadership continu de M. Orbán. Une autre préoccupation majeure pour le gouvernement Orbán est la crise énergétique imminente qui commence déjà à se manifester en Europe par une hausse vertigineuse des prix de l'énergie. Le Premier ministre hongrois a accusé à plusieurs reprises l'Ukraine d'ingérence dans les prochaines élections législatives et de tentatives de déstabilisation de la situation intérieure à Budapest, y compris en coupant l'acheminement du pétrole russe via l'oléoduc Druzhba. Parallèlement, les dirigeants européens recourent à leurs tactiques habituelles. Ils ignorent les appels des États membres à résoudre cette situation critique. Si nous n'avons pas d'énergie russe, alors nous devrons en payer le prix. C'est pourquoi Zelensky a interrompu cet oléoduc. Il espérait que s'il le fermait, il n'y aurait plus de pétrole en Hongrie, ce qui conduirait au chaos économique. Vous êtes tous responsables de ce chaos économique. Le gouvernement en est responsable. Si un gouvernement pro-ukrainien arrivait au pouvoir, il n'aurait pas besoin de rouvrir l'oléoduc Druzhba, puisque le parti TISA, qui est pro-ukrainien, souhaite se déconnecter de l'énergie russe. Pourquoi devrait-il donc être rouvert ? Mesdames et messieurs, je le dis en toute modestie, le véritable choix qui s'offre à nous est de savoir qui doit former le gouvernement. Zelensky ou moi ? Nous continuerons d'insister pour que la Commission nous aide à rouvrir l'oléoduc Druzhba. Je le rappelle, l'importation de pétrole en provenance de l'Est est autorisée jusqu'en 2027. Nous pouvons importer ce pétrole et ce gaz. Nous ne faisons rien qui aille à l'encontre des décisions de l'Union européenne. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, chacun comprend que sans cet oléoduc, nous avons un problème majeur. Cependant, les propositions d'Orbán et de Fico sont impopulaires auprès des dirigeants européens, dont le soutien à Kiev est devenu leur cheval de bataille, quitte à aller à l'encontre des intérêts de leur pays. Une position vivement critiquée par Robert Fico. Pourquoi l'Union européenne en est-elle là aujourd'hui ? C'est aussi ce que Kaja Kallas et d'autres me reprochent parfois lorsque je dis que nous sommes vidés de notre substance, comme du thé infusé 5 fois. Plus personne ne nous parle. Le problème fondamental de l'Union européenne, c'est que c'est un bon projet, mais qu'il est entre de mauvaises mains. Nous n'avons pas de stratégies internes propres. Nous vivons dans une obsession de la Russie, et rien d'autre. C'est tout ce qu'on entend. Ce n'est plus l'Union européenne que nous avons connue, soit un projet de paix. Elle est devenue une sorte de cabinet militaire. Nous nous réunissons et nous ne parlons que d'argent, d'armes et de quand, où et comment les utiliser. L'Union européenne n'a pas de politique étrangère propre. Une politique qui contraste avec celle du Premier ministre hongrois Orbán, qui maintient une ligne claire malgré ses désaccords avec l'Europe. Les Hongrois décideront qui arrivera au pouvoir le 12 avril. En attendant, le Premier ministre actuel peut d'ores et déjà compter sur son électorat. Le gouvernement soutient vraiment la Hongrie. Il aide toutes les personnes en difficulté, vraiment toutes, du bois de chauffage aux factures de gaz, d'électricité, d'eau, tout. Tout se jouera dimanche, comme il y a 4 ans. Péter Magyar n'aura pas sa famille là-bas. Ils ne viendront pas non plus. Vous voyez de qui je parle. Vous savez ce qu'il est ? Un traître. Inégalable, vraiment inégalable. Je le suis depuis près de 40 ans. J'ai toujours voté pour lui et je le referai. Je n'ai
jamais été déçu. Sa plus grande force, c'est qu'il n'a pas oublié d'où il vient. Il est toujours resté quelqu'un de simple. Je suis sûr qu'il a des défauts, mais qui n'en a pas? Avant les élections, le Premier ministre et son parti ont mené une campagne politique active, sillonnant le pays et incitant les citoyens à se rendre aux urnes le jour du scrutin. Le dernier rassemblement de Viktor Orban est prévu ce 11 avril. Au soir, il affrontera Peter Magyar, son principal opposant du parti TISA, est connu pour sa vision pro-européenne. Ce dernier est en tête des intentions de vote selon Politico. Un troisième candidat, Laszlo Toroczkai, du mouvement Notre Patrie, a peu de chances de l'emporter. À Bruxelles, ils veulent envoyer tout l'argent des Européens en Ukraine, y compris celui des Hongrois, pour soutenir la mafia militaire. Dans le même temps, ils veulent faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne avec sa guerre. Nous ne le permettrons pas. Tant qu'il y aura dans ce pays un gouvernement national souverain, la Hongrie ne participera pas à la guerre. L'argent des Hongrois restera en Hongrie et l'Ukraine n'entrera jamais dans l'Union européenne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci infiniment. Merci, mille merci. Je te prie de liker, de commenter, de partager. Surtout, mon frère, donne-moi ton avis en commentaire. Donne-moi ton avis. Cela est important. Et mets un pouce bleu pour rappeler aux algorithmes de YouTube que nous travaillons et que vous nous suivez. Je te remercie d'être passé par ici. À plus.